Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, accord de paix en demi-teinte au Sud-Soudan. Le document n'a pour l'heure été ratifié que par une des parties. Quels sont les points de discorde? Éléments de réponse dans ce journal. L'opposition rwandaise s'organise contre un troisième mandat du président Paul Kagame. Elle appelle à l'aide de la communauté internationale pour une ouverture de l'espace politique et puis lancement d'un programme de lutte contre la malnutrition au Mozambique. Une nécessité à l'heure où ce fléau touche près de 43% de la population. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement au Front populaire ivoirien. Les frondeurs de la formation appellent au boycott de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Ces derniers estiment qu'il est inopportun au vu d'une situation politico-sécuritaire qu'ils jugent précaire d'organiser ce scrutin. Ils mettent également en garde, je cite, quiconque prétendrait se présenter à cette élection frauduleusement sous la bannière du FPI. Une menace qui serait directement adressée à Pascal Affi-N'Guesson, actuel président du parti et officiellement investi candidat à la présidentielle. Très attendu, les négociations d'Addis Abeba sur un accord de paix au Sud-Soudan n'auront finalement abouti qu'à moitié puisque le document n'a été ratifié que par une des parties. Le gouvernement de Djouba a demandé un délai supplémentaire de 15 jours avant de se prêter à l'exercice. Les détails avec Emmanuel Mimono. Pas d'accord de paix à la suite des pourparlers entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles. Le président Salva Kiir demande un délai de 2 semaines avant de parapher le document de sortie de crise proposé par les médiateurs. Nous souhaitions voir le président Salva Kiir signer ce plan d'action qui nous conduirait à la fin de cette crise. Je l'ai rencontré personnellement à mon arrivée et nous nous sommes salués, donc j'estimais qu'il était lui aussi prêt à signer, mais j'ai appris finalement qu'il ne le fera pas. Je ne trouve vraiment aucune explication à cela. L'accord a été signé par des représentants de l'opposition et d'anciens détenus du Soudan du Sud, ainsi que par d'autres parties prenantes pour mettre fin à ce conflit qui perdure depuis plus de 20 mois. Pour l'Union africaine, les échanges d'Addis Abeba ont finalement porté leurs fruits. L'institution se félicite de cette étape importante déjà franchie par les deux parties. Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette autre étape vers le rétablissement de la paix. Bien sûr, il ne s'agit pas encore d'une étape complète parce que d'autres parties n'ont pas signé, mais nous avons bon espoir car le paraphe a été fait. Donc, nous espérons que dans les prochains jours, les consultations seront faites et qu'enfin, il y aura un accord complet. Pendant ce temps, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, médiateur et président de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique, a promis d'encourager le gouvernement du Soudan du Sud à signer le document. Certains d'entre nous étaient sur le point de perdre espoir, mais nous pouvons nous attendre à ce que du côté du gouvernement, la question soit traitée dans les 2 semaines à venir et que l'accord de paix soit signé. Je pense que l'étape d'aujourd'hui est un bon message envoyé au peuple sud-soudanais. J'encourage le président Salva Kiir et son équipe à conclure la signature de ce document. Les différentes parties s'étaient engagées sous l'égide de la médiation sous-régionale à parvenir à la signature de cet accord le 17 août 2015. Le Soudan du Sud connaît des violences depuis décembre 2013. Les affrontements ont causé des milliers de morts et forcé environ 1,9 million de personnes à fuir leur maison. Au Rwanda, l'opposition campe sur ses positions et veut faire entendre sa voix. Réunis autour d'une plateforme, 5 partis d'opposition veulent unir leurs forces contre un troisième mandat du président Paul Kagame et ce, malgré le feu vert du Parlement pour une réforme constitutionnelle. Le point tout de suite avec Ipra Hatinjai. Au Rwanda, l'opposition se mobilise contre un troisième mandat du président Paul Kagame. Ils sont au total 5 partis de l'opposition à s'unir autour d'une nouvelle plateforme pour faire entendre leur voix sur la future candidature du chef de l'État Paul Kagame à la présidentielle de 2017. Certains des leaders de ce front sont en exil ou en prison au Rwanda. On veut leur faire comprendre qu'il y a des politiciens capables de remplacer Paul Kagame, que ce soit au Rwanda, que ce soit à l'extérieur. Sauf que Paul Kagame ne leur donne pas la possibilité de montrer de quoi ils sont capables. Le président Paul Kagame a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se représentera à un troisième mandat uniquement s'il est plébiscité par les Rwandais, un plébiscite qui semble prévisible pour certains observateurs. On peut souligner qu'il y a une grande volonté populaire quand on voit surtout les motions qui ont été déposées au Parlement pour demander cette troisième candidature
Et surtout que le président Kagame ne s'est pas encore prononcé. C'est pas quelque chose qui lui pousse. Et d'ailleurs, lui, même au niveau de son entourage, il a dit, si vraiment j'ai pas la grande pression populaire, je vais pas me présenter. Mais là, c'est vraiment, parce que les gens, il y a deux choses. Ils parlent de la sécurité, de l'économie. Ils croient que quelqu'un qui viendra pourra détruire tout ce qu'il a fait. Le Parlement rwandais a pour sa part donné son feu vert pour une réforme constitutionnelle qui devrait permettre au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat en 2017. Une SADC indépendante, tel est le souhait de Ian Khama, président du Botswana et nouveau président en exercice de l'institution régionale. Lors de la cérémonie de clôture de la 35e réunion de ses chefs d'État et de gouvernement, il a salué le partenariat entre la communauté de développement de l'Afrique australe et les bailleurs de fonds internationaux, mais a appelé à une autonomie financière pour faire avancer l'industrialisation régionale, une position soutenue par son prédécesseur, le président zimbabwéen Robert Mugabe. S'appuyer sur les ressources naturelles pour lutter contre la malnutrition au Mozambique. Les communautés de pêche l'ont compris. Ces derniers tirent profit des importantes réserves de poissons pour répondre à leurs besoins alimentaires. Emmanuel Niimono. Au Mozambique, la malnutrition chronique touche environ 43% de la population, l'un des taux les plus élevés de la sous-région, selon une enquête de l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, dans le nord du pays, par exemple, les eaux regorgent d'énormes quantités de poissons, mais les populations riveraines sont sous-alimentées. C'est pour lutter contre ces phénomènes que le Fonds international du développement agricole, FIDA, a mis en place un programme d'assistance des populations pour l'amélioration des habitudes alimentaires à travers des aliments nutritifs et accessibles à tous. Nous avons appris à changer nos habitudes alimentaires de sorte que nous nous sommes habitués tantôt à faire des haricots et du poisson, tantôt de la bouillie ou des plats différents au cours de la semaine. Il y a une réduction de la maladie liée à la malnutrition. Le programme se base sur la formation de bénévoles. Ces derniers assistent ensuite les familles en leur proposant des recettes à concocter à forte valeur nutritive. Environ 4000 personnes ont appris de nouvelles recettes, créant de nouvelles formes locales d'inspiration culinaire. Ils partagent les idées avec leurs voisins et tout le monde en apprend un peu tous les jours. Le tout concourt à faire de la nourriture au meilleur goût avec des aliments locaux. Selon le Fonds international de développement agricole, le programme aide également les pêcheurs de la région à améliorer leurs revenus et à renforcer les méthodes de pêche. Je pêche depuis longtemps et nous avons l'habitude de prendre tout ce que nous pouvions de la mer. Avant, on utilisait des moustiquaires, mais nous ne le faisons plus maintenant. Nous avons appris de meilleures méthodes qui nous permettent même de capturer des poissons de grande valeur. Le programme d'IFIDA est en train de changer le quotidien de ces populations. La terre est riche en ressources et les communautés de pêcheurs ici apprennent à diversifier et améliorer leurs habitudes alimentaires. Tout en participant à la prospérité de la communauté, ces populations sont également outillées par le FIDA sur les moyens de lutte contre certaines maladies endémiques telles que le VIH-Sida. Et un mot de sport pour clôturer cette édition. C'est une page de l'histoire du sport africain et mondial qui se tourne ce 19 août 2015. Lamine Diack, premier africain à avoir dirigé une grande fédération internationale sportive, passe le témoin. Le Sénégalais élu à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme en 1999, quitte en effet ses fonctions ce mercredi. Il s'agit là de la retraite d'un des derniers classiques du monde sportif, en attendant le départ effectif de Joseph Blatter de la Fédération internationale de football l'an prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.